Bonjour et bonne année à tous. Dans ce nouveau tuto, on va voir comment on peut se faire un petit tracker solaire qui peut tourner dans les deux sens. Selon comment on disposera les capteurs, ce sont des photorésistances, on obtiendra des résultats différents. Si on en met un de chaque côté, comme ici, si le dispositif est dans une faible luminosité ou dans l'obscurité, le dispositif va se caler tout seul sur la source lumineuse depuis n'importe quelle position. Mais par contre, dans un environnement lumineux, ça fonctionnera pas ou mal parce qu'il y a trop de lumière. Donc ça ne pourra pas marcher pour suivre la course du soleil par exemple. Si les deux capteurs sont orientés vers l'avant et insérés dans un petit tube, comme ici, dans un environnement lumineux, ça pourra très bien suivre une source lumineuse comme le soleil, à condition de, dans un premier temps, orienter le capteur dans la direction de la source lumineuse. Et puis par contre, dans un environnement obscur, ça ne pourra pas du tout se caler tout seul vers la source lumineuse, mais par contre, si on la cale dessus, ça pourra suivre le déplacement de cette source lumineuse. Pour notre tracker solaire dans cette vidéo, on va donc retenir cette seconde configuration, les deux LDR devant dans un petit tube, mais en plus je vais les rapprocher tout près l'une de l'autre et ajouter une petite cloison séparative entre les deux capteurs. Pour ce montage, j'ai utilisé un LM358, un petit moteur DC, deux LDR, deux transistors NPN BC547, deux transistors PNP BC327, 4 diodes, un potentiomètre, une résistance variable, deux résistances de 10K, un accu 12 volts, et tout ça monté sur une breadboard. On va commencer par regarder de près le LM358. C'est un amplificateur opérationnel, un AOP. Le mien vient de chez HDevBot. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo vers ce LM358. Pour ceux qui veulent mieux connaître ce composant, je vous conseille une très bonne vidéo de Philippe Demerliac sur la datasheet du LM358. Je vous la mets également en lien dans le descriptif de cette vidéo. Voici son schéma de brochage. En hyper résumé, le LM358, c'est un boîtier qui contient deux AOP indépendants à gain important de 100 dB. Il consomme très peu de courant, 500 microampères. Sa bande passante peut aller jusqu'à 1 MHz et il peut s'alimenter dans une tension comprise entre 3 et 32 volts. Il comporte 8 broches. On retrouve les deux broches d'alimentation, VCC 3 à 32 volts, le ground, et puis nos deux AOP avec leurs deux entrées, inverseuse, non inverseuse et la sortie. Alors son principe de fonctionnement, il est très simple. Si la tension in plus d'un AOP est supérieure à la tension in moins du même AOP, la sortie Vout de cet AOP sera en état haut, et son état haut, c'est la tension VCC moins 1,5 volts. Donc par exemple, si je l'alimente en 5 volts, j'aurai une sortie Vout en état haut à 3,5 volts. Et si la tension de l'entrée non inverseuse in plus est inférieure à la tension de l'entrée inverseuse in moins, Vout sera en état bas, c'est-à-dire presque au 0 volts. Alors maintenant, comment est-ce que je vais me servir de mon LM358 dans mon montage? Quel est le principe de fonctionnement? Et bien là, on retrouve les deux AOP de mon LM358. Je vais utiliser deux ponts diviseurs de tension, un avec deux résistances fixes de 10K et un autre avec deux LDR, avec au milieu un potentiomètre, de façon à ce que, au repos, je puisse bien ajuster l'équilibre de tension dans ce pont diviseur. Chacune des tensions des deux ponts diviseurs, je vais les renvoyer sur les deux entrées de mes deux AOP, mais en sens inverse. C'est-à-dire que sur le premier AOP, sur l'entrée non inverseuse, je viens rentrer la tension du pont diviseur des deux LDR, et sur l'entrée inverseuse, la tension du pont diviseur de mes deux résistances fixes. Et puis sur le deuxième AOP, c'est l'inverse. Sur l'entrée non inverseuse, je viens mettre la tension du pont diviseur de mes deux résistances fixes.
et sur l'entrée inverseuse, la tension provenant du pont diviseur des deux LDR. De cette façon, quand la sortie du premier AOP sera en état haut, eh bien la sortie du deuxième AOP sera en état inverse, donc en état bas, et puis inversement, quand la sortie du premier AOP sera en état bas, eh bien la sortie du deuxième AOP sera en état haut. De cette façon, on aura une polarisation entre Vout 1 et Vout 2. Par exemple, si on mettait un moteur, quand cette sortie-là serait à l'état haut et que cette sortie-là serait à l'état bas, le moteur pourrait tourner dans un sens, et inversement, quand cette sortie serait à l'état haut et celle-là à l'état bas, eh bien le même moteur pourrait tourner dans l'autre sens. Mais ça, c'est la théorie, on verra après pourquoi c'est pas possible. Si tout le montage pouvait être fixé sur ce moteur, il aurait tendance à rechercher tout seul la position d'équilibre, c'est-à-dire tension du pont diviseur LDR égale tension du pont diviseur des deux résistances fixes de 10K. Mais par contre, ce qui est possible, pour matérialiser ce fonctionnement, c'est de mettre deux LED en parallèle, branchés en sens inverse, une branchée dans un sens, l'autre branchée en sens inverse, chacune avec une petite résistance en série, et ainsi ça nous permettra de matérialiser ce changement de polarité. Quand le positif sera là, le négatif sera là, eh bien ça sera cette LED qui sera allumée, et à l'inverse, quand le positif sera là et le négatif sera là, c'est cette LED qui sera alimentée et allumée. De cette manière, quand on va venir faire de l'ombre sur cette photorésistance, sa résistance va augmenter, ça aura pour effet de diminuer la tension à ce point-là. Du coup, la tension ici va devenir inférieure à la tension là. La tension de cette entrée-là deviendra inférieure à la tension de cette entrée-là. La sortie va basculer à l'état bas. Et à l'inverse, la tension de cette entrée-là sera supérieure à la tension de cette entrée-là, ce qui aura pour effet de faire basculer la sortie à l'état haut. On se retrouvera avec un état bas ici et un état haut ici. Ça aura pour effet d'alimenter cette LED verte qui s'allumera. Et maintenant, deuxième cas de figure, si cette photorésistance-là reçoit moins de lumière que celle-ci, parce qu'on vient l'occulter, ça va augmenter la résistance de cette LDR. Ça va donc faire monter la tension à ce point-là. La tension de ce pont diviseur-là va devenir supérieure à la tension de ce pont diviseur-là. Et cette fois, on aura ici la tension de cette entrée-là qui sera supérieure à la tension ici. On aura une sortie à l'état haut. Et à l'inverse ici, on aura la tension là qui sera plus basse que cette tension-là. Du coup, la sortie va basculer à l'état bas. Dans ce cas-là, ça aura pour effet d'alimenter cette LED rouge qui va s'allumer, puisqu'on sera ici à l'état haut et ici à l'état bas. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite voir ce petit montage en concret sur une breadboard et voir concrètement comment ça marche. Ici, j'ai mes deux LDR et ici, j'ai mes deux LED qui matérialisent le sens de polarité de mes deux AOP. Et on voit que selon la quantité de lumière reçue par les LDR, ça fait basculer les sorties de mes AOP. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on pouvait mettre un moteur à la place des LED, eh bien le moteur pourrait tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc ça pourrait faire orienter tout seul ma breadboard en direction de la lumière. Mais là, en fait, on ne pourra pas mettre un moteur directement en sortie du LM358. Si on branchait directement un moteur derrière les AOP du LM358, ça le détruirait instantanément parce que le moteur consommerait beaucoup trop de courant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder à l'oscilloscope ce qui se passe dans le montage. Je vais me servir des deux voies de mon oscilloscope et dans un premier temps, je vais comparer les tensions de mes deux ponts diviseurs. Sur la voie 1, je vais mesurer la tension du pont diviseur des deux LDR et sur la voie 2, je vais mesurer la tension du pont diviseur formé par mes deux résistances de 10K. Voilà, donc on voit mes deux traces. La trace jaune, c'est le pont diviseur formé par les deux résistances de 10K et la trace bleue, c'est le pont diviseur formé par les deux LDR. Donc on voit que pour l'instant les deux traces se confondent, donc je suis quasiment à l'équilibre et effectivement, vous ne pouvez pas le voir, mais moi mes LED, elles sont quasiment éteintes où elles clignotent très rapidement parce qu'elles sont quasiment, les deux ponts diviseurs sont quasiment à la même tension. Maintenant, j'ai allumé une petite lampe et je vais promener ma lampe vers mon dispositif. Et voilà, donc là je me mets d'un côté, j'allume une LDR, on voit que ça fait effondrer la tension du pont diviseur LDR. C'est logique parce qu'il y a une LDR qui reçoit beaucoup de lumière, c'est celle qui est du côté du ground, donc ça fait effondrer la tension du pont diviseur. Et maintenant je vais déplacer ma lampe sur l'autre LDR, celle qui est du côté du plus 5 volts. Voilà. Et quand je déplace rapidement ma lampe, tantôt sur une LDR, tantôt sur l'autre, on voit bien que la tension de mon pont diviseur formé par les LDR varie très rapidement.
Et moi, forcément, vous ne le voyez pas, mais j'ai les LED qui s'allument, tantôt la LED verte, tantôt la LED rouge qui s'allume, selon le sens de l'éclairage des LDR. Maintenant, je vais déplacer mes deux sondes d'oscilloscope pour les mettre non plus sur les ponts diviseurs, mais sur les sorties des AOP. La trace jaune matérialise la sortie d'un AOP, la trace bleue la sortie de l'autre AOP, et hop, on voit que selon comment j'oriente ma lumière sur les LDR, ça fait basculer les sorties à l'état haut et à l'état bas. Donc pendant qu'une sortie est à l'état haut, on voit que l'autre elle est à l'état bas. Donc je n'ai pas précisé, mais là je suis sur une échelle de 1 carreau vertical égale 1 volt. Donc on voit que l'état bas il est plutôt à 1 volt et l'état haut il est à peu près à 3,3 volts. Donc on voit bien la bascule qui se fait. Donc c'est une sorte de polarisation. Je rappelle ici je suis en alimentation 5 volts et la polarisation en sortie des deux AOP ne se fait pas entre 0 et 5 volts, mais plutôt entre 0,8 et 3,3. Donc l'état bas c'est 0,8 et l'état haut c'est 3,3. Mais ça suffit pour faire alimenter nos LED. Pour piloter des LED, eh ben donc ça marche très bien. Par contre, pour ce qui est de piloter un moteur DC, on va devoir ajouter un autre montage derrière notre LM358. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce montage, c'est ce qu'on appelle un pont en H pour moteur. Et voici son schéma. Vout1 et Vout2, ça correspond à la sortie de nos deux AOP. Ce faible courant ne va pas servir à alimenter directement le moteur, mais il va servir à commander des transistors. Et ce sont ces transistors qui relieront le moteur avec l'alimentation VCC et ground. Alors comment concrètement est-ce que ça va marcher? Quand la sortie Vout du premier AOP sera à l'état haut, ça veut dire que Vout2 correspondant à la sortie de l'AOP numéro 2 sera à l'état bas. Donc on va avoir Vout1 à l'état haut, Vout2 à l'état bas, ce qui fait que le transistor Q1 NPN, en haut à gauche, va être polarisé puisqu'il aura une tension sur sa base. Donc Q1 va devenir passant, alors que Q2, lui, comme c'est un transistor PNP, ne sera pas passant mais sera bloquant parce que sur sa base, il aura une tension. Donc ça veut dire que le courant provenant de VCC va pouvoir traverser Q1, il ne pourra pas traverser Q2, donc il va se diriger vers le côté gauche du moteur, il va alimenter le moteur, donc le moteur va tourner dans un sens, le courant va ressortir du moteur pour aller où? Je rappelle, Vout2 est à l'état bas, donc ça veut dire que Q4 est bloquant, puisque sur sa base il a une trop faible tension pour être passant, c'est un NPN. Par contre, Q3, qui est un transistor PNP, se retrouve avec une tension très faible, voire nulle sur sa base, lui va devenir passant. Donc ça veut dire que le courant qui sort du moteur par la droite va pouvoir traverser le transistor Q3 pour aller au ground. Donc dans ce cas-là, le moteur tournera dans un sens. A l'inverse, quand Vout2 sera à l'état haut et Vout1 à l'état bas, dans ce cas-là, ça sera le transistor Q4 qui sera passant, puisque c'est un NPN. Donc le courant pourra partir de VCC, traverser le transistor Q4. Il ne pourra pas passer par le transistor Q3 qui sera bloquant, donc il va rentrer dans le moteur par la droite cette fois. Il va traverser le moteur, ressortir par la gauche. Et là, le courant ne pourra passer que à travers Q2, qui est un transistor PNP, parce que je rappelle, Vout1 est à l'état bas, donc le courant sortant du moteur par la gauche pourra traverser Q2 pour aller rejoindre le ground, et dans ce cas-là, ça fera bien tourner le moteur dans l'autre sens. Les petits courants qui vont sortir de Vout1 et Vout2 sont des courants très faibles, ça ne sera que des courants de commande, et le courant de puissance, lui, viendra directement de VCC, à travers les transistors pour alimenter le moteur. Et autre information, les 4 diodes que vous voyez, elles servent à protéger le LM358 des courants produits par le moteur quand il tourne. Je vous l'avais donné en tout début de vidéo, mais je vous le redonne maintenant. Voici le schéma d'ensemble de tout mon montage. Je vous rappelle, ce potentiomètre sert à équilibrer la tension au niveau du pont diviseur des deux LDR. Et puis ici, cette résistance variable, elle sert à régler la sensibilité du moteur pour éviter au moteur de faire des allers-retours, des yo-yo quand il va se caler sur la lumière. Parce que s'il a trop de courant qui l'alimente, eh bien il risque d'aller trop vite, et en allant trop vite, il fera sans arrêt des allers-retours, il n'arrivera pas à trouver sa position d'équilibre et à s'arrêter. Donc cette résistance variable permet de régler le flux du courant de façon à ce que le moteur ne tourne pas trop vite. Et je rappelle, un moteur DC, c'est un moteur à courant continu. Pour le moteur que j'avais en stock,
il a fallu que je prenne une alimentation en 12 volts. Et puis bien que ce soit un tracker solaire, vu qu'il est très petit, ce tracker, c'est un prototype, c'est pas un vrai tracker solaire, donc il n'est pas alimenté au niveau de tous ses composants à l'énergie solaire. J'utilise un accu pour le faire fonctionner, donc ça lui permet de suivre par exemple la course du soleil, et après pour le fun, j'ai rajouté un petit panneau solaire qui lui vient simplement alimenter deux LED qui sont présentes sur ma breadboard, mais je ne les ai pas mis ici sur le montage parce que c'est juste un ajout pour le fun. Après, pour ceux qui voudraient faire un vrai tracker solaire alimenté avec l'énergie solaire, eh bien il vous faudrait utiliser une plateforme bien plus grande que mon tracker pour pouvoir poser un plus gros panneau solaire dessus. Donc là je rappelle, moi c'est pas un montage opérationnel, c'est plus un montage expérimental pour comprendre le principe de fonctionnement. Voilà mon montage terminé. On retrouve les deux petits tubes dans lesquels il y a mes deux LDR. J'ai mis une séparation de façon à ce que quand le soleil n'est pas pile en face, j'ai de l'ombre sur une des deux LDR. Et puis comme les LDR sont très sensibles à la lumière, quand on est en plein jour, en plein soleil, elles reçoivent trop de lumière, elles ne savent pas faire la différence entre une qui ne serait pas directement au soleil et l'autre qui serait directement au soleil. Donc ce que j'ai fait pour atténuer la lumière, non seulement elles sont dans un tube, mais en plus j'ai mis des petits bouchons. Les petits bouchons, c'est tout simplement des petites butées en mousse adhésive. Donc après, vous, si vous voulez reproduire ce montage, eh bien chacun pourrait trouver à sa façon comment réduire la lumière qui vient frapper les deux photorésistances. Donc ça, c'est le panneau solaire, comme j'ai dit, qui est juste pour le fun. Il alimente uniquement ces deux petites LED rouges. Ce n'est pas du tout lui qui alimente le montage, parce qu'il est beaucoup trop petit. Je vous montre l'arrière. Donc ça, c'est mon accu 12 volts. Là-dessous, j'ai le LM358. Et j'ai fixé le tout sur une breadboard. En fait, j'en ai utilisé deux breadboards, l'une sur l'autre. Et c'est simplement posé sur un socle, comme ça. L'axe du moteur, je l'ai rentré dans un support comme ça, une petite roue. Ce qui fait que, au lieu que le moteur fasse tourner une roue, en fait, la roue, elle reste fixe. Et du coup, c'est le moteur qui tourne. Et le moteur fait tourner tout le plateau. Et donc, ça permet au dispositif de s'orienter tout seul face à la lumière. Pour ceux qui essayeront de reproduire ce montage, vous n'aurez forcément pas le même moteur que moi, avec les mêmes caractéristiques. Ce qui est important, c'est de prendre un moteur DC, donc à courant continu. Mais après, il faut qu'il soit suffisamment puissant pour faire tourner l'ensemble, mais pas trop puissant pour ne pas nécessiter trop de courant. Et puis après, il faudra, comme je le disais, ajuster la vitesse de rotation du moteur pour éviter au dispositif qu'il fasse comme ça quand il veut se caler sur la lumière. Donc tout ça, ce sont des réglages à faire petit à petit, un peu à tâtons. Pour le mien, j'ai remarqué qu'il fallait au moins 12 volts pour qu'il soit suffisamment puissant pour entraîner le dispositif. Mais si vous en trouvez un qui a besoin d'une tension plus faible, tant mieux. Et là, malgré qu'il y ait les petits capuchons, il arrive à suivre une lampe qui n'est pas très puissante. Par contre, là, oui, il décroche. Parce que les capuchons, c'est prévu pour que ça marche en pleine lumière en extérieur pour atténuer la quantité de lumière. Et comme là, je suis en intérieur, normalement, ça ne devrait pas marcher. Mais ça marche quand même un peu, avec une faible lumière. Si j'en prends une plus puissante, ça devrait bien mieux marcher. Je vais prendre un gros projecteur comme ça. Voilà, donc là, il se cale bien dessus. J'enlève ma petite lampe. Et là, il le suit sans aucun problème. Voilà, donc maintenant que vous avez compris le principe des ponts diviseurs, du pont en H pour le moteur, eh bien rien ne vous empêche de reproduire un tracker plus gros qui serait un vrai tracker à énergie solaire et qui pourrait servir à alimenter ou à recharger des batteries, par exemple. Et là, comme mon projecteur éclaire les LED rouges, on n'a pas l'impression qu'elles sont éclairées, mais en fait, si, elles sont bien alimentées par le panneau solaire. Mais je rappelle, ici, le petit panneau solaire, c'est juste pour le fun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles Tronic Aventures. Allez, ciao!